Arrivée du président de la République à Congo ce matin, le village de ses ancêtres. Cela fait 5 jours que les populations du district de Savane sont en communion avec le chef de l'État. L'ambiance à Congo est extraordinaire. Emprunt obligataire 2013-2016, 96 milliards de francs CFA attendus, 121 milliards récoltés. L'opération lancée le 30 mai dernier s'est terminée sur un succès éclatant avec un taux de souscription de plus de 129%. Bilan d'activité du CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles. En 100 jours, 265 malfaiteurs interpellés. Le point de cette cérémonie qui a eu lieu à l'école de police dans votre journal. Et bienvenue à tous dans votre édition. L'actualité, vous le savez, reste toujours marquée par la visite du président Alassane Ouattara dans le district des Savanes. Aujourd'hui, 5e jour de cette visite, le président était à Congo ce matin. Nous reviendrons sur cette visite à Congo, mais avant, disons que le président est dans le village de ses ancêtres. Les populations de cette ville historique avaient terriblement envie de voir leur fils depuis son accession à la magistrature suprême. Une fois encore, le président a insisté sur la reconstruction d'une nation forte et réconciliée. Nous vous proposons d'écouter le chef de l'État. Je demande donc de retenir cette leçon de tolérance, de paix. Et maintenant, notre combat, après que nous ayons la paix et la sécurité, c'est de renforcer non seulement la cohésion sociale en faisant plus pour les plus défavorisés, mais également en essayant de bâtir une nation moderne. Une nation moderne veut dire une nation qui va au-delà des régions et au-delà des ethnies, au-delà des religions. Donc je voudrais ici, dans mon message de Congo, appeler au rassemblement de tous les Ivoiriens, à la paix pour tous les Ivoiriens et au pardon des uns et des autres. Je voudrais donc dire à Ibrahim que, en fait, président de la République, j'appartiens à tous les Ivoiriens et je lui confie Congo. Voilà, Ibrahim, Congo est entre tes mains. Voilà. Discours du président de la République à Congo ce matin. Et pour cette tournée, vous le savez, la première dame est aux côtés de son époux en marge des meetings du président Alassane Ouattara. La première dame procède à des actions de bienfaisance en faveur des populations de la région. Elle a inauguré l'école maternelle de Kouto, réhabilitée et équipée par sa fondation. Michel Digré. Où laisser les enfants à bas âge lorsque les parents sont au champ? L'équation était difficile à résoudre pour plusieurs familles de Kouto. La solution est venue de la première dame de Côte d'Ivoire. Une coupure de ruban qui ouvre les portes d'un cadre sain et agréable à l'apprentissage et au divertissement. Un acte de générosité pour exprimer l'amour du couple présidentiel à l'endroit des populations de Kouto. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour vous embrasser et surtout inaugurer ce centre maternel et voir mes petits. Le président Alassane Ouattara, qui est en ce moment même au meeting, m'a dit de vous dire qu'il vous embrassait très 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 fort. Il n'y avait pas de clôture, les herbes étaient partout. La structure a été entièrement réhabilitée et aussi entièrement équipée par la première dame. C'est ce que vous venez de constater. Elle a mis les jeux d'extérieur qui, comme elle l'a dit, vont épanouir les enfants parce que sans ces jeux, les enfants ne peuvent pas être épanouis. Et puis, quand l'environnement n'est pas sain, nettoyé, les enfants ne peuvent pas s'épanouir. Les femmes de Kouto peuvent bien danser. Elles pourront désormais vaquer tranquillement à leurs travaux champêtres pendant que leurs progénitures seront dans les salles de classe et sur des balançoires. Et sur place dans le district des Savanes, le président Alassane Ouattara soulage les patients atteints de cataracte. Le point avec Thomas Nguessambi. Souleymane, instituteur à la retraite, est plus qu'heureux aujourd'hui. Il peut voir à nouveau. Voilà, vous voyez la main. Vous avez levé combien de doigts? 2. Et maintenant, vous voyez combien? 1. Comme lui, plus d'une cinquantaine de personnes, pour la plupart du troisième âge. L'œuvre est du président de la République, Alassane Ouattara, qui veut ainsi donner aux Ivoiriens la possibilité de revoir la Côte d'Ivoire qui fait sa mue.
À la faveur de sa visite d'État dans la région des Savanes, le président de la République, par le truchement de l'ONG Grain de Mil du professeur Fanny Adama, soulage les patients de la cataracte, une forme de cécité réversible. À l'aide de moyens mis à sa disposition par les services du président de la République, l'équipe du professeur Fanny a été à l'œuvre une semaine durant au centre hospitalier régional de Korogo pour des opérations gratuites. Je suis tellement content. Je prévoyais déjà un petit budget pour ça. Mais heureusement, quand je suis venu, ça fait à peine 2 mois, on m'a dit non, tonton, patience, il y a monsieur le président qui projette faire quelque chose pour vous. Mais maintenant, ces choses faites, nous disons Dieu merci. Beaucoup de santé à monsieur le président de la République. Et vraiment pour qu'il pense à toute la population ivoirienne et surtout nous qui sommes du 3e âge. La cataracte est un réel cas de santé publique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Plus de 2 500 000 patients non opérés sont recensés et 15 000 nouveaux cas sont relevés par an. Se voir délivré sans rien payer en retour de ce mal qui s'attaque à des organes aussi précieux que sont les yeux ne peut qu'amener les patients opérés à bénir Dieu au sujet d'Ado, la solution. Et sachez que le président était ce matin à Congo où il a prié à 13 h dans la mosquée historique datant du 19e siècle, mosquée qui a été réhabilitée. D'autres éléments vous seront proposés ce soir dans le journal télévisé de 20 h. Changeons de sujet pour dire que hier, c'était le 4 juillet, les États-Unis d'Amérique ont fêté leur indépendance. Pour cette fête nationale américaine, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire s'est prononcé au micro de David Guedambobio. Il a fait le point de la coopération entre Abidjan et Washington. Regardez. Le Côte d'Ivoire a fait beaucoup de choses dans les dernières 2 années. Ça a avancé beaucoup. Les questions économiques. Avant, le Côte d'Ivoire était généralement fermé à le système international, financier et commercial. Maintenant, vous avez AGOA, vous avez le MCC. Le Côte d'Ivoire participe dans tous les forats internationaux avec les questions de finances, avec la Banque mondiale, le FMI. Le rôle dans la sous-région, le Côte d'Ivoire, c'est un grand participant avec le CEDEAO. En fait, votre président, c'est le président du CEDEAO, c'est une bonne chose. Si on peut caractériser la perspective pour le Côte d'Ivoire maintenant, je voudrais dire que c'est une perspective d'espoir. Qu'il y a le souhait, c'est un souhait réaliste, oui, que le Côte d'Ivoire maintenant a la chance de trouver une sorte de taux de croissance économique très profond, très élevé et très durable. La Côte d'Ivoire mène le combat contre l'émission des gaz à effet de serre. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé hier une rencontre sous-régionale dénommée Forum africain du carbone, une rencontre pour parler du changement climatique et du processus de financement du carbone. Les explications d'Herman Niamia. 5e édition du Forum africain du carbone à Abidjan. Les États africains résolument engagés dans la lutte contre la réduction des gaz à effet de serre. Avec son taux de croissance qui est l'un des plus élevés au monde, l'Afrique envisage son développement industriel sans une pollution atmosphérique. Et cela ne peut se faire sans un mécanisme approprié pour assurer une transition énergétique viable à faible émission de carbone. Le Forum africain du carbone offre donc l'occasion aux États de s'informer sur le changement climatique et les opportunités qu'offre le marché carbone. C'est un mécanisme qui aide les pays donc à se développer de façon plus propre et à promouvoir le développement durable. Donc au lieu de faire des projets qui vont polluer, qui vont avoir un impact sur l'environnement, c'est le MDP ou le mécanisme de développement propre, aider ces pays-là à investir dans des projets propres et vendre les émissions de carbone qui vont être réduites de ces projets-là à des pays développés ou à des fonds carbone comme ceux qui sont mis en place par la Banque mondiale. Émergence à l'horizon 2020, ambition du gouvernement ivoirien qui approuve pour cela toutes les initiatives visant à consolider ce vœu tout en garantissant un développement durable pour les générations actuelles et futures. Le marché carbone est donc un outil que nous devons exploiter pour nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Certes, la morosité du marché, caractérisée par une baisse du prix du carbone, peut être source de démotivation des développeurs de projets de carbone. Mais nous devons regarder l'avenir
avec beaucoup d'espoir. Les bases du marché carbone sont apparues lors du protocole de Kyoto le 11 septembre 1997. À ce jour, 182 pays ont ratifié ou accepté le protocole de Kyoto. Mais la première puissance économique, les États-Unis, n'ont pas encore ratifié ce protocole. Emprunt obligataire 2013-2016, 96 milliards de francs CFA attendus, 121 milliards récoltés. L'opération lancée le 30 mai dernier s'est terminée sur un succès éclatant avec un taux de souscription de 129,98%. Le point avec Adama Kone. Bonne moisson pour le Trésor ivoirien. Espérant 93 milliards il y a un mois, le Trésor renfloue ses caisses de la somme de 120 milliards 880 millions de francs CFA, soit un taux de succès de 129,98%. C'est le résultat de l'opération de souscription à l'emprunt obligataire TPCI, entendez Trésor public de Côte d'Ivoire 2013-2016. Les souscripteurs empocheront annuellement une rémunération de 6%. La somme levée par l'État sur le marché financier sera affectée à l'appurement partiel des arriérés de la dette intérieure et au financement des investissements programmés au budget 2013. Pour tout observateur économique, une telle performance est un message clair des investisseurs sur la qualité de la signature de l'État ivoirien. Le titre a suscité un fort intérêt aussi bien dans la zone Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Les braquages sont en baisse en Côte d'Ivoire grâce au CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles, de quoi donner satisfaction aux autorités ivoiriennes. 100 jours après l'arrivée du CCDO sur le terrain, 265 malfaiteurs ont été interpellés. Pour ces 100 jours, vous constaterez une nouvelle image de cette force avec de nouvelles tenues pour ces hommes. Les détails avec Lassina Ouattara. Pour les 100 jours du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, les tenues bigarrées des troupes ont laissé place à des combinaisons noires toutes neuves. Si les coiffes de ces hommes restent encore celles de leur corps d'origine, cela n'empêche pas la cohésion et la plus grande discipline. À la place d'âme de l'École nationale de police d'Abidjan, une rencontre avec les responsables du CCDO a eu lieu pour faire le point au bout de 3 mois de présence sur le terrain. Vous avez vu que la criminalité est passée du double au simple aujourd'hui. Le ministre l'a dit sur le plateau la dernière fois, nous sommes à moins de 2 braquages par jour à Abidjan, ce qui était dans un passé récent à 15, 20 braquages, 7 braquages, 8 braquages par jour. Des résultats aujourd'hui encourageants dus à la discipline de ces hommes et au moins mis à leur disposition. Selon le niveau de déploiement qu'ils font, nous adaptons les moyens. Voilà. Donc à ce jour, nous sommes prêts. S'il est question d'aller dans certaines villes de l'intérieur du pays, nous sommes prêts à les accompagner. Et comme l'a dit le chef de l'État lors de l'inauguration, enfin du lancement du CCDO, les moyens seront mis à disposition et les moyens seront mis à disposition. Et ce que je peux relever, c'est que au niveau du CCDO, la procédure de mise en œuvre, n'est-ce pas, de ces moyens n'est pas une procédure longue et compliquée. C'est une procédure express, donc qui nous permet d'être réactifs. Dans le but de donner plus de crédibilité et d'efficacité, l'État ivoirien compte renforcer les capacités opérationnelles et matérielles de cette force en charge de la sécurisation d'Abidjan et sa banlieue. La démocratie parlementaire ivoirienne est à l'honneur. La Côte d'Ivoire abrite à partir de lundi la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et la 6e édition du Parlement francophone des jeunes. 300 députés sont attendus à Abidjan. Les enjeux de cette rencontre avec Gabriel Zani. Exclu pendant près de 7 ans de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF par faute de renouvellement des députés, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui réintégrée dans cette coopération, se voit confier l'organisation de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce succès, elle le doit au dynamisme du premier responsable du Parlement ivoirien, Guillaume Soro. C'est le couronnement de la diplomatie parlementaire que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a déployé dès la mise en place de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Députés que nous sommes très fiers
Espace de solidarité et de progrès, les intérêts de l'organisation de cette rencontre internationale sont nombreux. Ce sont des leaders d'opinion qui viennent, ils sont écoutés dans leur pays et bien entendu les comptes rendus qu'ils feront pourront mobiliser certainement des investisseurs, des touristes et j'en passe. Rayonnement de son image, crédibilité au plan international, voilà ce que gagne en plus la Côte d'Ivoire en organisant ses assises parlementaires à Abidjan du 8 au 12 juillet prochain, a précisé le président du comité d'organisation ce jeudi devant la presse. Près de 300 délégués issus de 32 sections, dont une dizaine de présidents de parlement, sont attendus pour cet événement, en marge duquel se tiendra la 6e édition du Parlement francophone des jeunes. La République démocratique du Congo vient d'être le 8e pays membre du conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, 20 ans après le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée et le Togo. Un protocole de fonctionnement a été signé récemment au Congo. Le point avec Francis Boifo. Entre le ministre des Transports et Voies de communication de la République du Congo et le président du conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, un protocole d'accord. Il fait de la République démocratique du Congo le 8e pays membre du conseil d'administration de l'institution. Cette signature de protocole a eu lieu en présence de Karim Koulibaly, directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. La République démocratique du Congo s'engage à contribuer, selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration, au moment de l'Académie à la gestion de son personnel, de ses installations terrestres et de ses matériels navals. Du Congo perd son droit de vote si elle ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Académie dans un délai d'1 an à compter de la date de leur échéance. La République démocratique du Congo peut se retirer du présent protocole. Elle peut également en être suspendue conformément aux dispositions de la Convention portant régionalisation des instituts de formation maritime de Nunga, Accra et d'Abidjan. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer vient d'acquérir un simulateur de navigation, machine et pêche de dernière génération et certifié à la norme ISO 9001 version 2008. L'institution forme au métier de la mer et de l'industrie. Elle est basée à Abidjan et est la propriété de 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La sécurité du travailleur était au centre d'un atelier initié par la CGCI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Il s'agissait de sensibiliser les entreprises sur les comités d'hygiène et de sécurité. Sécurité au travail, j'ai jamais entendu parler. Par rapport à mon activité, je dirais non. Ces réponses montrent clairement qu'une partie des travailleurs ignore l'importance de la santé, de la sécurité au travail et même l'existence des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT. C'est donc à juste titre que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI, initie cet atelier. Une rencontre pour relancer la sensibilisation sur la mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Selon Yeboué Kwame, directeur général de la santé et de la sécurité au ministère d'État, ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, ces entreprises gagnent assez en investissant dans la mise en place des CHSCT. Un travailleur qui a un accident qui survient dans une entreprise, on est obligé de le remplacer. Parfois, ça peut interrompre le fonctionnement de l'entreprise, ça peut casser des machines, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des pertes pour l'entreprise. On a remarqué que lorsqu'on investit 1 franc CFA, on gagne en retour près de 3,3 francs CFA. En 2012, ce sont 45 comités qui ont été mis en place dans les entreprises. Un chiffre que la CGCI et son partenaire, à savoir le ministère d'État, ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, entendent augmenter pour atteindre 100 avant la fin de l'année 2013 et 145 en 2014. L'excision et le viol, deux pratiques qui font de nombreuses victimes dans la région de Mans. Ces deux pratiques ont été dénoncées au cours d'une journée dédiée aux enfants. Le point avec Thérèse Tapeyoboué. Dans le district des montagnes, la recrudescence de viols des enfants inquiète de plus en plus. Selon le directeur régional du ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, Mathieu Guignon,
En moyenne, 2 cas de viol sont enregistrés par semaine. Les victimes, les fillettes, sont violées par des adultes. Selon des renseignements, ces hommes se livrent à ces pratiques pour des besoins de sacrifice rituels. À ces cas de viol s'ajoute l'excision, considérée comme une pratique culturelle malgré la loi qui l'interdit. Et les victimes de ces pratiques continuent de crier leur douleur. Les femmes là se sont groupées sur moi, ils ont caché mon visage. En tout cas, j'étais beaucoup étouffée. Ils m'ont pris par la force. Pour nous, c'était un couteau. J'ai eu très mal. Et puis pire encore, c'est que le lendemain de l'excision, je suis redevenue comme n'étant pas excisée. Ça a étonné même la matrone. Donc, elles ont repris encore la même chose. Vraiment, cette fois-ci, il faut dire que c'était très douloureux. J'ai perdu assez de sang. Les autorités de Mans appellent à une prise de conscience collective en vue d'éradiquer ces phénomènes, l'excision et le viol. Cela passe en priorité par la dénonciation des personnes qui les encouragent ou qui les pratiquent. Pour la protection des droits des victimes, Aminata Koulibaly, qui a une clinique juridique au sein du centre social de Mans, leur apporte gratuitement son assistance. Objectif, faire obtenir réparation des torts subis. Et nous sommes aujourd'hui vendredi, place donc au sport. Et pour ouvrir la page sportive, Anne-Marie Nguessan est sur notre plateau. Bonjour Anne-Marie Nguessan. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Voilà, la Côte d'Ivoire sera au Mexique pour le championnat du monde du taekwondo. C'est cela. Moins d'un an, un mois plus tôt, après avoir remporté la Coupe du monde francophone au Vietnam, les éléphants taekwondoïnes ont un autre défi à relever, celui de ramener des médailles du championnat du monde qui aura lieu du 15 au 21 juillet au Mexique. Avant leur départ, ils ont tous été présentés à la presse. 15 éléphants taekwondoïnes pour représenter la Côte d'Ivoire au championnat du monde au Mexique du 15 au 21 juillet. Ils ont été présentés à la presse et ont reçu les encouragements et soutiens de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Le président Baba Cheikh Daniel les a exhortés à une bonne campagne au Mexique afin de ne pas tenir la Coupe du monde francophone remportée il y a moins d'un mois au Vietnam. Qu'ils sachent que le premier directeur, la nation entière les accompagne. Le ministre des Sports, le Milo Bognon, m'a chargé de leur dire les encouragements et le soutien du gouvernement. Champion d'Afrique, champion du monde francophone, ils doivent avoir le moral pour pouvoir garder le pied sur le piédestal. Conscients de l'attente et des espoirs placés en eux, athlètes et entraîneurs ont dit leur détermination à relever cet autre challenge au Mexique. Il y a des compartiments qu'il fallait renforcer. On peut dire qu'aujourd'hui, on a une équipe physiquement, techniquement, moralement prête. Avec tous les conseils qu'on a reçus du président, du DTN et du DTN adjoint, nous sommes confiants que vraiment nous allons prouver que nous sommes vraiment des Ivoiriens et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. L'équipe est très en forme actuellement avec tous les entraînements qu'on a effectués et j'espère qu'on fera de bonnes choses et on ramènera plein de médailles. Je promets d'avoir une médaille. Rien que une médaille. Inch'Allah. C'est dans la sérénité et la confiance donc que les éléphants taekwondoïnes quitteront Abidjan le samedi 6 juillet pour le Mexique. Anne-Marie, intéressons-nous au rugby. La sélection nationale renaît de ses cendres. Le rugby ivoirien retrouvera enfin les stades africains après une longue absence. En effet, lors de la Coupe d'Afrique de la zone C qui s'est déroulée même ici à Yamoussoukro, les éléphants rugbymen ont prouvé qu'ils avaient encore leur mot à dire en remportant le tournoi. Mais il est clair que le plus dur reste à venir. Cathy Touré. Absent de la scène internationale pendant 3 années successives, le rugby ivoirien est de retour. 2 ans que la balle ovale orange roule à nouveau sur les stades d'Afrique. Relégués du groupe A au groupe C pour absence sur le plan international, les éléphants de Côte d'Ivoire ont dû travailler dur pour se faire entendre à nouveau. Le 15 Ivoire a participé entre autres à des compétitions au Maroc, au Kenya et le plus marquant a été sans doute la Coupe d'Afrique des Nations de la zone C l'an dernier au Botswana. À Gaborone, les pachydermes sont passés à côté de la première place. Malgré leur sans faute sur le terrain, le pays organisateur s'est adjugé le ticket pour le groupe B.
Déçus mais loin d'être découragés, les Ivoiriens se remettent au travail. On enregistre l'arrivée de nouveaux éléments issus des championnats français et canadiens. L'organisation par la Côte d'Ivoire leur apparaît comme une opportunité et de se racheter. Dans la tête des joueurs, c'est clair, impossible de laisser passer cette chance devant son public. Volontaires et déterminés, les éléphants réussissent à relever le défi sans avoir besoin d'aide. La Côte d'Ivoire se remet sur la route du mondial qu'elle a déjà connu en 1995. Prochaine étape, le groupe B, un groupe qui regorge de talent. Le moins de faux pas se paye cash. Il faudra s'armer de courage, mais surtout, l'apport des autorités compétentes est plus que jamais nécessaire. Le haut niveau se prépare avec les moyens. Aucune victoire n'est fortuite. Si on veut les médailles, il faut investir. Heureusement, la Côte d'Ivoire est prête à aller jusqu'au bout. Et parlons maintenant de la promotion du sport hippique en Côte d'Ivoire. Un centre hippique, un hippodrome aux normes internationales verront bientôt le jour à Yamoussoukro. À la tête d'une forte délégation, le directeur général de l'Office national des sports était en prospection à Yamoussoukro pour visiter le site réservé à la réalisation de ce projet. Témoin privilégié, Sébastien Ounien Ayoua. Denis Tirouin de l'Union interprofessionnelle du cheval représentait la partie française. Ce projet d'un coût global d'environ 10 milliards de francs CFA sera réalisé sur une superficie de 30 hectares et offrira à la Côte d'Ivoire 4000 emplois. Les travaux dureront 18 mois. Le choix de Yamoussoukro et surtout du site n'est pas fortuit. Il répond à des exigences rigoureuses avec notamment un climat bien propice à l'épanouissement des chevaux, a expliqué le directeur de l'ONS, Salif Koné. Abidjan est très humide. Du point de vue climatique, cela pourrait créer des désagréments aux chevaux qui pourraient avoir des arthroses et qui pourraient même avoir des problèmes pulmonaires par le fait tout simplement que Abidjan est humide. Donc il fallait aller un peu plus loin à l'intérieur, dans l'interland, pour permettre justement de développer ce sport et permettre aux chevaux de se porter bien. Il y a également une des raisons qui a été que Denis a tout à l'heure évoquée, c'est la capitale quand même de la Côte d'Ivoire et il est intéressant de commencer par la capitale. D'autres hippodromes pourraient venir ensuite. Autre, cet hippodrome doté de 2 pistes de 3000 mètres, l'ONS envisage la construction dans les prochains mois, toujours à Yamoussoukro, d'un complexe sportif dont le site a été déjà identifié. Et football pour terminer, Anne-Marie, avec le tirage au sort des demi-finales de la 50e édition de la Coupe nationale. Tout à fait. Le tirage au sort et des demi-finales de la Coupe nationale a livré son verdict hier jeudi à la Fédération ivoirienne de football. Le Sporting Club de Gagnoa et le Stella ouvriront le bal le 20 juillet au stade Robert Champrou de Marcory. La deuxième opposition entre l'Alliance Indéniée et la SEC Mimosa se disputera plutôt le 31 juillet. La raison de ce décalage, c'est qu'en course pour le dernier virage de la montée en Ligue 2, l'Alliance de l'Indénié disputera le tournoi de la Super D3 du 3 au 20 juillet à Yamoussoukro. Quant au club jaune et noir, il attend le retour de quelques joueurs retenus dans la sélection nationale locale qui jouera le match retour des éliminatoires du CHAN 2014 le 27 juillet à Abidjan face au Nigeria. Mais avant et concernant toujours les éliminatoires du CHAN 2014, les éléphants locaux en déplacement affrontent demain samedi les Nigérians à Kaduna, bien sûr en match aller de ces éliminatoires. Cette dernière information concernant la FIFA qui a annoncé hier la suspension provisoire de la Fédération camerounaise de football pour ingérence politique. La FIFA reproche au gouvernement camerounais d'avoir voulu influer sur les élections à la présidence de la FECAFOOT remportées par Iya Mohamed puis annulées. La FIFA précise aussi que le Cameroun, engagé en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014, ne pourra pas jouer le match durant cette suspension.
Voilà, c'est clair pour la FECAFOOT. Merci pour votre attention. Merci Anne-Marie d'être venue sur notre plateau. Rappelons que le président était aujourd'hui à Kong, région d'origine paternelle du chef de l'État, le village de ses ancêtres. Là encore, le chef de l'État a parlé de tolérance, de cohésion sociale, de paix, de réconciliation et de développement. Il a confié la ville de Kong à son cadet Ibrahim Ouattara, nouveau maire de cette cité historique. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité.